Donc aujourd'hui, on ouvre la 3e exposition du cycle commun. Le cycle commun, c'est un cycle qu'on a monté en collaboration avec le CFA, le centre de formation, et la FFP. Et on a reçu un vif soutien de certaines collectivités et partenaires que je souhaiterais citer parce que sans eux, on n'y arrivait pas. La DRAC, évidemment, avant tout, l'ADEME, les bailleurs sociaux Aquitanis et Clercienne, Bordeaux Métropole, qui nous a aidés, la ville de Bordeaux, et notre club partenaire, comme à l'habitude, au 308. Le cycle commun, ça a été 3 expositions au long cours. L'exposition du photographe Camille Fallet, qu'on a fait en premier, c'était le 13 septembre, lors d'Agora. Ensuite, l'exposition Pli sous Pli. Et puis la 3e, aujourd'hui, Co-urbanisme. Je vous fais un petit point programmation de la Maison de l'Archi. Je vais essayer de faire court, vous inquiétez pas. Donc le 25 janvier, on diffuse le film The Competition à l'Utopia. Un film très rigolo, je pense que vous pouvez venir, ça va être intéressant. Le lendemain, on fait la visite de la Mecca, donc gros chantier de Bordeaux Métropole, enfin de la région, mais sur le site de Bordeaux Métropole. Le 17 janvier, c'est-à-dire mercredi prochain, on fait une petite fête au 308 pour les vœux et puis pour présenter les gens qui se présentent au centre de formation et à la Maison de l'Archi, c'est-à-dire les listes qui vont se porter au jeu de l'élection. Donc c'est ouvert à tous. Si vous voulez venir écouter les professions de foi et puis boire un verre, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Les ateliers de Fanny Millard Extra qui sont toujours récurrents à la Maison de l'Architecture. Le 29 janvier, on en a un. Et puis je peux vous dire à peu près tout. Il y a un projet de Gwenaël Larvrol, Archi Collectif. Et puis j'invente des lieux communs dans la ville, Archi Public. Voilà. J'ai la mission de la part de Zoé de vous demander d'adhérer à la Maison de l'Architecture, s'il vous plaît, c'est important. Vous êtes notre soutien principal. Vous pouvez aussi tout simplement laisser votre mail si vous voulez recevoir les informations de la Maison de l'Architecture. Et voilà, j'ai à peu près tout dit. Je vous laisse tranquille avec tout ça. Je vous laisse entre les mains expertes de Grégory Epo et de Aurélien Roltangui qui vont animer une table ronde pour présenter donc Kelly Hong, qui est de Approche, du collectif, c'est toi, du collectif Approche, qui a été commissaire de l'exposition Co-urbanisme que vous avez dans la nef, qui a été missionné par le pavillon de l'Arsenal, si je ne dis pas de bêtises. Merci d'être venu, c'est gentil. Et puis, je suis désolé, je me penche sur ma fiche. Gwenaël Larvrol, voilà, plasticienne du bruit du frigo, donc locale. Merci aussi beaucoup de participer à cette conférence pour nous présenter un peu des projets atypiques dans le monde de l'urbanisme. C'est toujours super intéressant d'écouter ça. Merci. Bonsoir tout le monde. On va vous inviter à vous asseoir. Tu veux t'asseoir aussi? Moi, je repartais sur la même. Ouais, vous vous sentez un petit peu seul, effectivement. Alors, meilleurs vœux à tout le monde. Merci d'être ici ce soir. Je pense qu'il est important peut-être de replacer un peu le contexte de nos réflexions communes avec l'AMA et la FFP sur l'initiative d'un cycle commun. Nous sommes nombreux jeunes professionnels ou moins jeunes à essayer d'innover sur des pratiques un petit peu plus marginales, se recentrant beaucoup sur des dimensions humaines ou en tout cas sur des dimensions d'une complexité des relations entre l'homme et l'espace. Et il nous semblait que ces expériences-là étaient à peu près récurrentes dans de nombreux endroits. Et d'un autre côté, on avait la sensation que ces initiatives avaient du mal à émerger comme courant professionnel, ou en tout cas qu'ils se voyaient être en compétition avec des méthodologies peut-être plus classiques ou plus traditionnelles. Et on s'est dit que finalement, entre les approches des urbanistes, des architectes, des paysagistes, donc nous sommes moi-même paysagistes avec Aurélien Roltangui, qu'est-ce que toutes ces démarches avaient en commun? Et quel commun on construisait en ayant ces démarches? Et en fait, l'idée du commun est venue de là. Et bien sûr, une fois qu'on tire le ficelle du commun, c'est le concept de bien commun ou des communs qui finit par apparaître. Et on se rend compte qu'il y a un vrai potentiel intellectuel et théorique. Et on s'est dit que ça serait intéressant. Donc,
Assez naturellement, l'expo co-urbanisme, qui est finalement sur une initiative sensiblement similaire, mais autour des approches urbanistiques, nous a semblé être une excellente idée à venir pour illustrer le cycle commun. L'expo co-urbanisme, j'aime bien citer la manière dont les personnes se présentent. Alors, Kelly, tu me dis si je me trompe, mais donc c'est à l'heure où l'implication citoyenne s'impose dans la fabrique urbaine, l'exposition co-urbanisme explore différentes pistes et interroge les conditions de sa mise en œuvre pour une meilleure collaboration entre les habitants et professionnels de la ville à travers 15 démarches en France et à l'étranger. C'est une présentation qui ne raconte pas l'historique. Peut-être que tu pourras tout à l'heure faire une petite contextualisation de l'exposition et qui a aussi des échos sur d'autres approches pour les paysagistes, par exemple avec la médiation paysagère qui est dans cette relation. Et ça nous semblait intéressant d'avoir une table ronde alors avec donc urbanistes, paysagistes, architectes, designers. Et de discuter un peu de tous ces éléments. Je vous propose de se dérouler. Gwenaël et Kelly vont faire un petit point. Kelly va faire une contextualisation, une présentation de l'exposition. Et après, on va faire un petit point sur l'avancée depuis l'exposition des projets qui sont présentés, de 2 projets en tous les cas qui sont présentés. Kelly, tu as choisi l'Université foraine de Rennes et Gwenaël sur un quartier d'habitat social qui s'appelle QIS. Oui, on peut peut-être... Oui, vous avez le micro, on va le partager. Mais on nous entend bien sans micro, sinon? Non. Très bien. Donc une petite présentation. Après, on va essayer, tant bien que mal, sur des sujets qui nous passionnent, d'animer un petit débat en donnant 2-3 clés de lecture. Et après, on ouvrira bien sûr le débat à la salle pendant une vingtaine de minutes. Et en suivant, nous pourrons replonger dans l'exposition, accompagnés d'un petit verre, d'un petit toast, et pour être sur des conversations plus informelles. Je te donne la parole, Kelly. Ouais, on va mettre cette histoire-là. Ah non, en fait, il ne faut pas au bout. Il est beau, mais il n'est pas... Alors bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc je vais essayer de vous recontextualiser en effet la naissance de cette exposition et je vous parlerai malheureusement que d'un projet, mais on pourra en parler plus longuement après des autres projets autour d'un verre. Donc juste en 2 mots approche, en effet, donc nous on est 3, on est un atelier d'urbanisme pluridisciplinaire, donc je suis architecte urbaniste, il y a une graphiste et une autre urbaniste qui est aussi consultante en projet culturel. Voilà, et donc approche, nous on est basé à Aubervilliers et on travaille en passerelle entre des études urbaines, d'analyse de territoire, de diagnostic sensible, et la production d'actions collectives dans l'espace public. Pour ceux qui connaissent, moi auparavant, j'ai cofondé aussi le collectif ETC, donc j'ai travaillé plutôt dans l'idée de chantier ouvert au public, qui peut se rapprocher du bruit du frigo, évidemment. Voilà, donc Co-urbanisme, c'est une exposition qui est née en 2015 et qui est itinérante depuis, et qui est venue jusqu'à vous aujourd'hui. En 2 mots aussi, en fait, elle est pas née que de nous. Hein. On a pris le temps en amont d'organiser des séminaires de rencontres qui ont rassemblé une 60aine de professionnels de la ville, différents, paysagistes, mais aussi sociologues, des aménageurs, différentes disciplines, des associations d'habitants, qui nous ont permis donc à la fois de diagnostiquer ces 15 démarches qui sont présentées, mais aussi de prendre le temps de diagnostiquer aussi ces thématiques qui sont le fil rouge de l'exposition. C'est l'exposition Pavillon National. Donc ces 3 thématiques qui jalonnent le parcours de l'exposition, qui sont donc temporalité, formes urbaines et collaboration. On peut retracer chaque projet de manière très différente, mais c'était intéressant d'avoir ces thématiques en tête, qui sont un peu des grandes questions que se posent beaucoup de personnes aujourd'hui en tant que praticiens. La question, bien évidemment, des temporalités, c'est-à-dire de comment on peut associer le temps long de l'urbanisme, qui peut mettre des dizaines d'années, avec le temps court de l'habitant. Souvent, nous, en tant que
peut-être collectif d'action, constructeurs. On peut travailler sur des projets à l'échelle de semaines, parfois de jours, de mois, mais voilà, avec la répétition, comment on peut arriver à travailler sur le long terme. Il y a la question, bien sûr, des formes urbaines, sans vraiment parler, même si ce serait intéressant, de réponses architecturales ou voilà, peut-être très formelles. C'est la question aussi des processus, de comment le cadre de vie peut être propice au développement en fait, d'interactions sociales. Donc c'est plutôt ça qu'on cherchait dans les formes urbaines. Il y a quelques projets qui en parlent, même s'ils sont difficilement abordables, mais on pourra en parler. Et finalement, la troisième dimension qui nous paraît essentielle et qui est peu développée, en tout cas dans les formations en urbanisme, c'est la question des collaborations. Donc la question des collaborations, il s'agit bien sûr de savoir parler aux habitants, de savoir recueillir cette matière-là, mais il y a aussi donc le lien entre ces habitants et les professionnels, les différents services, et le lien entre services aussi, le lien entre professionnels de la ville qui parfois aussi est potentiellement sectorisé, quoi. Voilà en gros les trois grandes thématiques, et vraiment en 5 minutes, je fais vite. C'est ouais, on dit. Mais c'est bien de discuter tous ensemble. Donc du coup, en 2 mots, l'université foraine, je vous présente juste ce projet-là, parce qu'il continue d'ailleurs. Donc celui-là, il est né en 2012, donc ça fait déjà 5 ans. Il est intéressant, il est en plein centre de Rennes. Donc la problématique qui se posait dans ce territoire-là, c'était que faire d'un patrimoine architectural, d'un grand bâtiment comme ça en plein centre-ville, quand on n'a pas les moyens en tant que collectivité publique de le réhabiliter. Et donc cette problématique publique, c'est trouver une forme de réponse grâce à la collaboration avec une équipe qui s'appelle Notre Atelier Commun, menée par Patrick Bouchin. Et il a donc proposé en fait d'aménager progressivement ce grand bâtiment sous forme en fait d'une permanence architecturale, comme il l'appelle, et donc d'intervenir dans ce lieu qui était inoccupé en faisant émerger un projet par la participation citoyenne. Donc ça vous paraît peut-être des grands mots, mais en fait c'est très concret. Là, ça paraît un peu du blabla. Donc très concrètement, la méthode, c'était 2013-2014 ou même 2012-2013, 2 ans pour essayer de fédérer des envies communes. Donc la première année, c'était des rencontres. C'est complètement immatériel. La première année, c'est des rencontres dans des lieux insolites de Rennes, par exemple dans une forêt, là, pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait rassembler des gens et qu'est-ce qui leur donnerait envie de s'investir dans un lieu. Donc dans ce bâtiment-là, l'hôtel Pasteur, enfin le bâtiment Pasteur, qui était un ancien centre universitaire de soins. Et grâce à ces rencontres, en fait, qui portaient sur des sujets qui peuvent tous potentiellement nous toucher, c'est des sujets comme la santé, le sport, le bien-être, il a réussi à rassembler une trentaine d'acteurs qui se sont ensuite investis dans la 2e année. Donc ces acteurs-là sont très différents. Ça aussi, c'est pareil, quand on fait un projet, on ne pense pas forcément aller vers des associations d'insertion, par exemple. Donc là, il y avait des associations d'insertion par le sport, mais il y avait aussi des écoles, des musées. Donc l'Institut national de recherche agricole, qui était porteur de projet. Et puis, il y avait tout un collège d'individus, pas forcément des associations, des groupes d'habitants. Il y avait des psychothérapeutes, voilà. Il y a un centre de soins dentaires dans ce bâtiment-là, donc il y avait aussi des médecins. Voilà, donc plein de gens différents qui se sont réunis dans l'objectif commun donc, de ce lieu, de faire vivre ce lieu, qui était devenu un bien commun. Et donc, concrètement, dans la méthode, ça aussi, c'est assez étonnant. Dans la pratique aujourd'hui des professionnels de la ville, c'est donc Sophie Ricard, que vous voyez à votre droite, qui s'est installée dans ce lieu-là. Elle avait déjà mené cette expérience à Boulogne-sur-Mer pendant 3 ans. Et donc, elle est venue habiter Rennes et ouvrir le lieu à l'ensemble de ses porteurs de projets. Il y avait une clé pendant 1 an.
et ils se le sont passés comme ça pendant 1 an pour tester des choses qu'ils ne pouvaient pas porter dans leur propre structure. Et donc, voilà, donc il y avait des temps conviviaux, bien sûr, mais il y avait un nombre assez important d'expériences dans ce bâtiment, comme de la danse, des parcours de sport avec des associations d'insertion, des choses, des ateliers de bien-être, de jardinage, de bricolage avec des BTS aussi qui travaillaient la menuiserie par exemple ou la plomberie. Et ce qui donne en fait, ce qui est important au bout du compte, qui peut peut-être vous intéresser quand même, c'est que finalement ils ont réussi à moindre coût à remettre à flot ce bâtiment-là qui était vacant, et aussi à se projeter dans l'avenir, parce que c'est ça qui est important aussi finalement. Donc en parallèle, notre atelier commun menait des études d'architecture pour arriver à imaginer la réhabilitation du bâtiment. Donc ce qui est intéressant, c'est à la fois l'idée de construire en habitant, grâce à cette idée de permanence architecturale, et aussi cette idée qui est finalement un peu un concept peut-être en tout cas peu usité, l'idée de développer des espaces non programmés. Parce qu'en tant qu'aménageur ou en tant qu'architecte, on a une commande, donc on a un programme, on sait qu'on va construire un centre de soins ou un espace polyvalent, mais on nous demande que ce soit polyvalent, enfin, c'est un programme. Et là, l'idée, c'est vraiment de laisser ouvert aux usages, ouvert à tous, pour favoriser un peu l'idée d'hospitalité de la ville. Et ce qui est fou, c'est que du coup, aujourd'hui, maintenant, 5 ans après, le projet est en cours. Ça s'appelle l'Hôtel Pasteur. Il y a plein de choses intéressantes. Là, j'ai un peu essayé de lister. Mais donc, il y a un chantier en cours pour 2 ans qui est mené par des architectes encore heureux, entre autres, et par des professionnels du bâtiment. Mais il y a aussi un chantier école, toujours, dans l'idée de faire toujours partager l'acte de construire avec des non-experts. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, au premier étage, à la place du centre de soins, il y a une école. Mais dans le programme du futur bâtiment, qui est en train d'être réhabilité, dans les niveaux aux étages, ils ont gardé cette idée de non-programmation. Donc c'est vraiment des espaces qui sont libres à l'usage des différents porteurs de projets. Donc voilà, les espaces restent non programmés. Autre petit sujet intéressant, c'est aussi quand même la question de la gouvernance, dont on pourra reparler, mais ils ont poussé l'idée de démocratie jusqu'au bout. C'est une structure collégiale qui deviendra peut-être une SCIC à la fin, une société coopérative d'intérêt collectif. Voilà. Et dernière chose, c'est qu'ils réfléchissent aussi à un modèle économique contributif. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui utilisent ce lieu-là, ils l'utilisent gratuitement. Mais dans le futur, l'idée, c'est d'avoir une espèce de monnaie locale qui permette finalement de rendre cette gratuité par l'intermédiaire d'un service pour gérer le lieu. Et ça permettrait du coup que cet équipement qui est public ait des coûts de gestion inférieurs. Voilà, je rentre un peu dedans des questions qui sont un peu peut-être pointilleuses, mais qui pourront nous permettre de poser des questions après dans le débat. Et voilà, en gros, je laisse la parole. Merci beaucoup, Kelly. Oui. On réagira peut-être après les 2 interventions, ou tu voulais Oui, peut-être ça. Je me disais, on peut se faire des petites interruptions temporaires en demandant un peu à la salle s'ils ont des questions, etc. On peut aussi, oui, effectivement. Mais je vous propose quand même d'enchaîner, pareil, sur une petite présentation de Gwenaëlle qui va nous parler du projet de Dax et du bruit du frigo. Tu peux nous présenter un petit peu le bruit du frigo aussi, effectivement. Bonsoir. Je suis Gwenaëlle Larvol. Je travaille donc au bruit du frigo. C'est une association bordelaise qui réunit des architectes, des urbanistes, des médiateurs urbains. On travaille sur des méthodologies de participation citoyenne. Et le projet dont je vais vous parler, on travaille à l'échelle nationale, un peu à l'international, c'est plus rare, mais ça nous arrive. Et le projet que je vous présente là ce soir, c'est un projet qui est présenté dans le cadre de l'exposition Co-urbanisme
et qui a eu 2 volets de temporalité. Celle qui est présentée, c'est la première étape de travail. On a répondu à un appel d'offres qui a été lancé par la ville de Dax sur le diagnostic et l'élaboration du plan guide du futur aménagement des espaces publics de ce quartier. Donc on a monté un groupement, on s'est associé à un cabinet d'architectes d'urbanistes Traverse et à un cabinet de paysagistes qui s'appelle Trouillot Hermel. Et nous avions la mission de venir interroger et impliquer les habitants, non seulement pour comprendre ce qu'était ce quartier, et aussi de quelle manière ils envisageaient le devenir de ce quartier, puisqu'il allait être transformé. Donc pour pouvoir rencontrer les habitants, notre méthode a été de construire une petite architecture temporaire parce que tout simplement le quartier ne disposait pas d'espace collectif dans lequel les habitants auraient pu se réunir pour faire une fête de quartier, un anniversaire, un mariage. Et les seuls espaces accessibles, on va dire, étaient plutôt stigmatisés, un peu dégueulasses, hein, pour parler concrètement. Et pour créer un peu la curiosité, l'architecture temporaire, elle a cette vocation déjà de faire se poser des questions aux habitants du quartier, de qu'est-ce qui se passe dans mon quartier, et ainsi de rentrer en discussion avec eux, déjà pour leur dire quels sont les motifs de notre présence, et aussi de leur donner rendez-vous pour les ateliers qu'on leur propose. Donc on a créé cette petite architecture qui s'appelle le cabanon QS, dans lequel on est venu construire dans l'espace public. C'est bon. Et aussi, évidemment, parler avec les habitants de leur quartier de manière quotidienne, jusqu'à aussi passer des temps de convivialité, parce que les temps de convivialité, c'est d'autres temporalités moins effrayantes pour les habitants, pour parler d'urbanisme, mais autour d'une soupe, par exemple, puisqu'on faisait un concours de soupe dans le quartier. Et à partir de ces différents temps partagés, concerts, etc., on a collecté toute la matière première pour pouvoir élaborer ce plan guide qui a été réalisé par nos collaborateurs architectes et paysagistes. Donc ça se passe en 2013 et 3 années se sont écoulées avant que la ville de Dax parvienne à réunir les budgets suffisants pour pouvoir passer à la mise en œuvre de ce plan guide. Et donc on est à l'heure actuelle en plein projet de production de la requalification des espaces publics du quartier. Donc on a remonté, un nouvel appel d'offres a été lancé et on a donc répondu avec le même groupement en se dotant de la collaboration d'un bureau d'études qui s'occupe de tout le suivi de chantier VRD. Et donc ce que l'on a proposé à la maîtrise d'ouvrage, c'est qu'on scinde les deux temps qui avancent de manière concomitante. La VRD est à la charge des paysagistes, architectes et bureaux d'études. Et on avait identifié ensemble des espaces vacants sur l'espace public que l'on pouvait affiner avec les habitants pour pouvoir produire de manière plus fine des équipements, des petits aménagements qui allaient apporter la couche de finition, qui vont apporter la couche de finition de l'appropriation de l'espace public par les habitants. Donc notre projet s'appelle « Je peux pas, j'ai chantier », puisqu'on propose aux habitants évidemment de réfléchir ensemble sur la manière dont ils peuvent s'investir et quels sont les moyens et les usages qu'ils ont envie de voir naître dans leur quartier, jusqu'à la fabrication de ces espaces-là. Donc ça, on a repris le projet donc fin 2016, en décembre 2016, et on s'est appuyé sur le plan guide de départ.
Et ce sont les thématiques et les espaces que l'on a identifiés comme étant les lieux de travail collaboratifs avec les habitants. Donc il y avait le traitement des bas d'immeubles, l'introduction, la réintroduction du cabanon, mais de manière pérenne, en plein cœur de quartier, avec le travail autour d'une placette qui pourrait être pressentie comme un cœur de quartier, mais aussi comme une extension à ce cabanon. Il y avait aussi la dimension des jardins partagés qui avait été sollicitée à l'époque, en 2013, le parvis de l'école et aussi l'apport d'un équipement sportif qui était un city-stade. Alors, je ne sais pas si sur l'image, vous les voyez, vous les distinguez, mais ça, c'est le plan guide de départ. Et vous allez voir que, en fait, le fait de travailler de manière plus resserrée avec les habitants, il a beaucoup évolué et que du coup la flexibilité de l'urbanisme et par la concertation permet d'ajuster le plan parce que les évolutions, les habitants ont évolué aussi dans leur manière de faire et ont des attentes qui ont évolué. Donc, à toute l'année 2017 qui vient de s'écouler, on s'est employé à faire des ateliers dans l'espace public en préfigurant des usages sur les thématiques énoncées. Et on a travaillé, donc on est toujours présent dans l'espace public parce c'est là où on est le plus visible et que c'est peut-être plus simple pour les habitants de rentrer en discussion avec eux, plutôt que de les faire venir dans une salle, en salle plénière, où c'est plus compliqué de prendre la parole. Donc on les fait manipuler des maquettes, on les expérimente aussi à l'apprentissage du vocabulaire très technique de la transformation urbaine, jusqu'à produire ensemble des esquisses partagées. Nous nous sommes employés cette année à travailler sur la question du traitement des bas d'immeubles. Au départ, il y avait une volonté plutôt de retraiter les bas d'immeubles comme un apport plus attirant. Et on s'est aperçu que, peut-être même avec la dimension paysagère, parce qu'elle était très forte à ce moment-là, mais en fait, en discutant avec les habitants, ils se sont dit, mais c'est pas la peine de démultiplier les choses, mais pourquoi ne pas produire plutôt des espaces collectifs en bas de mon immeuble, effectivement, mais que je peux partager avec mon voisin, ma famille. Donc on est parti sur l'idée de micro-salon, donc comme si on sortait son salon de son logement et qu'on le déposait dans l'espace public. Qu'est-ce que ça fabrique et qu'est-ce qu'on y fait en termes d'activité? Eh bien, on peut se réunir, on peut papoter, se détendre, bouquiner, organiser un anniversaire. Et donc, progressivement, on a identifié les emplacements qui sont répartis à l'échelle du quartier. Et chaque micro-salon propose des usages différents avec une gamme de mobilier différente, des assises, de la déco, des jeux, et puis aussi un graphisme qui pouvait changer à chaque micro-salon. Donc, une fois qu'on a présenté les esquisses aux habitants, ce qu'on leur a proposé, c'était de venir produire avec nous ces micro-salons. Donc, durant 15 jours de chantier, on a donc invité des bénévoles du quartier à nous rejoindre pour produire ces micro-salons qu'on a découpés, assemblés, peints et installés sur le quartier, ce qui fabrique une autre dimension d'implication, c'est-à-dire que on n'est plus seulement dans de l'imaginaire, on est aussi dans la faisabilité, et puis l'implication elle est démultipliée dans la mesure où ils sont en train de faire, donc du coup ils ont ils sont une sorte de garant de la bonne utilisation de ces équipements.
Donc, beaucoup d'enfants avec nous, des parents, des mères de famille. À cette occasion, on parlait de l'insertion. On essaie de plus en plus sur nos chantiers participatifs d'embaucher des gens du quartier. Souvent, on aimerait qu'ils soient qualifiés, mais de toute façon, c'est ouvert à tout le monde. Donc, quand on n'est pas capable de porter, on peint, on véhicule des choses, des matériaux, etc. Donc voilà, ça fait partie des micro-salons qu'on a produits. Juste pour revenir sur le plan guide, on poursuit le projet. Là, on y repart en février. Et comme je vous le disais, le plan, il a quand même pas mal évolué parce que le City-Stade, qui initialement était en bord de quartier, les habitants nous ont dit mais en fait c'est pas le bon emplacement. Moi j'ai envie d'avoir un regard sur mes gamins qui sont en train de jouer au foot. Il y a un peu trop de route à l'endroit où vous l'avez positionné. Donc on a entendu et on leur a fait une nouvelle proposition de venir le disposer à côté du cabanon. Et donc de créer une polarité d'usage en cœur de quartier plus sécurisée. Le cabanon qui initialement était fermé, la question de la gestion du bâtiment, elle s'est posée. Donc il n'y a pas le centre social qui a une antenne sur le quartier n'est pas en capacité de pouvoir gérer un tel espace. Il n'y a pas d'association, il y a une association d'habitants, mais qui est assez fragile et qui ne se sent pas non plus les reins de pouvoir le gérer. Donc le plan du cabanon évolue. Donc on propose davantage un espace couvert mais ouvert, donc sans gestion particulière au quotidien. Et puis les jardins familiaux qui avaient il y a 3 ans des adhérents, là aucune personne ne s'est manifestée pour pouvoir les utiliser. Et puis ils se sont aperçus en fait qu'il y avait des jardins familiaux pas très très loin de chez eux et que finalement des parcelles potagères ils pouvaient très bien se déplacer de 500-600 mètres, même si on conserve une frange qui pourrait à terme accueillir des potagers. Là en tout cas on le maintient pas de manière tangible. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là aussi. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces 2 interventions, donc de codéfinition de programme, de co-construction sur des échelles différentes. On va peut-être introduire le débat pour, à moins que certaines personnes aient des questions. Mais là, je vous invite, on va poser quelques questions. Moi, ce qui me paraît... je ne sais pas pour les gens à la salle, mais je trouve ça très, très enthousiasmant, ce type d'initiative et cette capacité d'hybridation, en fait. Ce que je trouve très intéressant, c'est cette acceptation des choses compliquées et d'essayer de rajouter des dimensions de plus en plus compliquées, en fait, aux choses pour essayer de rendre compte de la complexité des rapports donc, des hommes à l'espace et de s'y confronter réellement. Et moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être moins interroger chaque projet qu'interroger un petit peu plus globalement ce type de démarche. J'ai l'habitude, moi, de prendre une grille de compréhension qui se divise en 3. Je vais essayer de vous poser, moi, une question sur ces 3 temps, en fait. L'idée, c'est un peu, au début, les conditions, en fait. Qu'est-ce qui permet l'émergence de ce genre de commande? Est-ce que c'est toujours, finalement, nécessairement dans le cadre d'une commande publique, ou est-ce que ça peut être d'une émergence citoyenne? Quel est le contexte professionnel, personnel, qui permet d'aboutir un petit peu à ce type de projet? Après, il y a toute l'idée du processus, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et quels outils on vient mobiliser, combien on vient réinventer. Et puis l'idée du résultat, en fait, de cet après, ce qu'on appelle maintenant un petit peu l'assistance à maîtrise d'usage, mais pas simplement, en fait. C'est-à-dire quel savoir on constitue, qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut après se l'approprier. Moi, je voudrais commencer donc sur ma première question. Sur le contexte en tant que professionnel, c'est un élément qu'on entend souvent. On entend souvent qu'en fait, soit ce type de démarches sont des démarches marginales qui représentent une petite partie de la profession, ou alors pire, ce sont des démarches qui servent en fait d'alibi
à l'acceptation d'autres projets. Et donc on vient juste finalement noyer la dragée pour les habitants, pour faire accepter d'autres choses. Ce que je ne crois pas du tout, vous justement, comment vous positionnez par rapport à la demande sociale ou la pertinence actuelle de ce type de démarche sur la commande publique? Bruit du frigo a 20 ans d'existence et quand on a démarré, on était un peu tout seul de notre côté à vouloir donner la parole aux citoyens justement sur la transformation de leur cadre de vie. Et du coup, on était un peu isolés dans nos pratiques. Mais moi, je trouve que ça a quand même vachement évolué. Et on en est ravis parce que maintenant, de plus en plus d'appels d'offres a une dimension de participation citoyenne, mais qui ne se contente pas d'impliquer les habitants à titre informatif ou de communication sur les projets, mais où la maîtrise d'ouvrage a vraiment une volonté que ça aille plus loin avec les habitants, où l'habitant peut être en responsabilité de la transformation de son cadre de vie. Et ça, on en est ravis. C'est pas toujours aisé. Tu demandais si ça passait toujours par des commandes publiques. C'est pas toujours le cas. On a fait beaucoup de projets de notre propre initiative. Pas mal à Bordeaux. On s'est quand même expérimenté pas mal sur ce territoire-là. Et parce que c'était plus simple, parce qu'on était sur place aussi. Mais après, les commandes, elles sont variables. Nos interlocuteurs, ça peut, comment dirais-je, Kelly en parlait tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir un service urbanisme d'une ville qui est convaincu par cette volonté et puis par les effets bénéfiques que cela peut avoir. Mais après, tous les techniciens derrière, il faut que nous aussi, on s'emploie à les convaincre. Et donc, c'est aussi de notre rôle que de faire de la pédagogie sur le fait qu'il y a une réelle plus-value à ce que les habitants participent à ce type de projet. Et c'est un discours qui est de plus en plus entendu. Oui, c'est un discours qui est de plus en plus entendu. Après, il faut qu'on parvienne aussi... Enfin, moi, je vois dans le métier... moi, je ne suis pas architecte, mais même le métier d'architecte, il a évolué. Des choses qui n'étaient pas enseignées il y a 15 ans le sont maintenant. Les initiatives de collectifs comme nous, elles sont présentées à des étudiants. Il y a une prise de conscience de la nécessité de prendre la mesure auprès des usagers qui vont utiliser les futurs espaces publics que l'on conçoit et de la transformation de la ville, parce que c'est eux qui les utilisent, c'est nous qui les utilisons, et qui peut être le plus à même d'expliquer ce qu'il a envie de faire dans l'espace public. Je pense que c'est le lot de tout citoyen et qu'on est en capacité de le dire, pas avec les mots techniques que les architectes ou les urbanistes emploient, mais avec ces mots d'usagers, du quotidien, etc. Non, mais je pense que je te rejoins de toute façon sur en tout cas le constat général que, en effet, la commande publique change. Est-ce que je suis allumée? Ouais, je suis allumée. En fait, ça se sent sur d'un côté les aménageurs, mais aussi les collectivités publiques, où il y a des appels d'offres qui sortent en effet, qui ont des appellations assez différentes. Je pense par exemple à ce qui se passe en ce moment à Paris. Bon, ça fait un peu parisienne centrée, mais c'est juste parce que là j'ai cet exemple en tête, mais je pense aussi à Nantes, à l'île de Nantes. Voilà, à Paris, c'est les places parisiennes avec ce travail qui est fait de tests d'aménagement, de tests par l'usage qui permettent d'avoir un diagnostic qui alimente des cahiers des charges et qui a aussi cette volonté de travailler comme tu as pu l'énoncer. Donc c'est un peu une nouvelle manière de penser l'aménagement différencié avec cette idée de premier chantier et de second chantier, avec l'idée donc des aménagements structurants avec des équipes d'architectes, urbanistes et puis
donc des collectifs qui viennent travailler le lien avec les habitants et affiner du coup la programmation de manière un peu itérative. Donc oui, il y a des commandes, même si elles sont vraiment pas majoritaires, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de commandes qui sortent de ce type-là. Ça n'empêche qu'en effet, ce genre de pratique demande donc à la fois de répondre à des marchés publics, mais d'avoir aussi cette responsabilité professionnelle qui est aussi d'inventer, de chercher à favoriser l'émergence de ce genre de projet. Après, quand on y croit, on va chercher les possibles. Et donc, je vous disais à Rennes, donc c'est une convention de partenariat, donc entre une association et une ville. Nous, on travaille comme ça aussi en convention de partenariat à Aubervilliers avec les bailleurs, avec la communauté d'agglomération et avec la ville. Donc là, on est porteur de projet, on va chercher la commande. Et après, donc il y a tout un travail aussi, comme tu disais, de pédagogie, de sensibilisation. Je sais que nous, on réfléchit là à une formation sur justement comment on peut monter des projets d'aménagement temporaire à destination de professionnels de la ville. Donc les choses évoluent et en effet, aussi d'un point de vue des étudiants, il y a énormément de jeunes collectifs qui naissent, énormément d'écrits, de mémoires qui travaillent dessus, et à l'international aussi. Après, je rajouterais juste comme autre typologie, donc entre le fait de répondre à des commandes ou voilà, d'être porteur de projet. Il y avait aussi, je pensais, quand on parlait de premier et second chantier, aussi dans l'idée de test, à un projet qui est exposé, que vous pourrez regarder, le New York Plaza Programme, qui est aussi hyper intéressant dans l'émergence de projets, puisque là, cette fois-ci, c'est vraiment la ville de New York qui, à l'échelle de l'agglomération, a diagnostiqué des endroits qui étaient surutilisés d'un point de vue piéton et sous-utilisés d'un point de vue de l'automobile, et ensuite a lancé un appel à projets à destination de porteurs de projets, mais du coup, le projet était social. En fait, c'est des groupes de gens qui se sont mobilisés, des associations, et non pas des architectes, non pas des professionnels, pour aménager des micro-espaces publics dans tout New York. Donc voilà, ça c'est pour dire qu'il y a donc d'autres manières de faire qui existent et qui pourraient exister du coup potentiellement ici, en France. Et qui me fait penser du coup à maintenant la mode aujourd'hui là de réinventer tout. Ça, c'est réinventons les places. C'était ça l'histoire de Paris dont tu parlais. Non, c'est pas comparable exactement, mais c'est plutôt dans l'idée de faire émerger un projet par le privé. Donc à New York, c'était plutôt des groupes de personnes, d'associations. Donc c'était très bottom-up et c'était des usagers finalement qui se regroupaient, même s'il pouvait y avoir des entreprises. Mais voilà. Alors qu'à Paris, là, c'est plutôt des groupements de promoteurs, architectes et usagers. Mais c'est l'idée de faire naître la commande, faire naître un projet, alors que... Enfin bon, voilà. Moi, je te coupais, mais c'était juste pour peut-être préciser un peu la démarche dont tu parlais, qui a été lancée par la ville de Paris. Oui, des places parisiennes, voilà. C'est les places parisiennes. Il y a plusieurs grandes places, La Nation, Bastille, etc., sur lesquelles travaille à chaque fois un collectif. Et à chaque fois, il y avait une demande justement d'avoir une dimension participative à tous les niveaux, y compris dans la réalisation, je crois, la gestion ensuite des espaces. Je vois qu'il y a des mains qui commencent à se lever dans la salle. Ça veut dire que... moi, je voulais juste rebondir un tout petit peu, parce que tu as commencé un peu à le faire. C'est comment justement aussi, je pense que ça illustre ton propos, comment est née un peu l'idée de l'exposition. Et comment vous avez sélectionné les projets un peu, voilà, si tu peux nous en parler un petit peu 5 minutes, je pense que ça éclairera un peu les gens. Comment est née l'exposition c'est ce que je racontais juste avant. En fait, c'est nous, Approche, on avait besoin on avait envie d'organiser des séminaires de rencontres avec plein de professionnels de la ville. Donc on avait été voir le pavillon de l'Arsenal à ce sujet. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a dit on peut en faire une exposition. Donc on a du coup monté cette exposition et par le biais de séminaires avec plein de professionnels de la ville. Et c'est au cours de ces discussions qu'on a un peu fait émerger ces 15 démarches qui ne sont donc pas du tout exhaustives et qui sont toutes partielles sur l'intérêt qu'elles peuvent avoir, quoi. En 2 mots.
Moi, je me posais une question, par exemple, avant de laisser la parole à la salle, mais sur le choix, il y a des projets, voilà, c'est quasiment des projets de territoire. Quand on voit Anvers, quand on voit New York, il y a aussi des très petites choses. Est-ce que vous avez fixé des critères ou un petit peu pour les choisir, ou vous vouliez qu'elles illustrent des choses plus que d'autres? Ouais, non, mais en fait, le critère, c'était le fait d'être le plus diverse possible. Donc, c'était l'idée d'avoir des projets en France, à l'étranger, à des phases d'avancement différents, d'être à la fois en milieu rural, voilà, comme on a pu voir à Chirins, si vous allez faire un tour, ou métropolitain, et porté par des équipes différentes aussi. En fait, c'est l'idée de montrer qu'il y avait plein de manières de faire, en fait. C'était à plein d'échelles, sur plein de temporalités, de territoires différents. Gwenaëlle, tu veux... Oui, je voudrais juste revenir juste sur Dax. En fait, c'est peut-être un projet un peu unique que l'on ait eu au Bruit du Frigo, où on est présent et associé depuis le départ sur le projet. Parce que souvent, soit on part d'un plan guide déjà élaboré et où la marge de manœuvre est peut-être pas si évidente à prendre. Et là, on a une réelle, non pas liberté, parce qu'il y a quand même un commanditaire et qu'il y a des attentes, mais en tout cas, voilà, c'est pas fréquent, en tout cas dans nos métiers, que de voir et de progresser sur un projet vraiment dans sa globalité. On va peut-être ouvrir alors les questions à la salle si déjà des personnes... Voilà, on vous propose un premier temps d'échange. Profitez d'avoir des professionnels qui ont pu travailler sur... J'avais vu une main au fond. Voilà. Alors je vous demande juste un petit truc, c'est de vous présenter rapidement. Bonsoir, Chloé Baudard, architecte. Non, c'est un peu revenir sur la question politique aussi, puisque moi j'ai travaillé sur le projet de l'Université foraine à Rennes. Le projet a commencé à se monter quand même en 2010 et il s'est monté par une rencontre qui était entre Daniel Delaveau, qui était à l'époque maire et président de l'agglomération de Rennes, et Patrick Bouchin, sur lequel on expérimentait, nous, plusieurs universités foraines. Et donc, finalement, on s'aperçoit que le montage d'expérimentation sur des projets d'architecture souvent démarre d'une rencontre, souvent politique, puisque c'est la confiance qui est actée entre une commande en politique et une maîtrise d'œuvre un peu différente, puisque c'était une expérimentation sur une programmation. Et finalement, aujourd'hui, voilà, Sophie a accompagné le projet de l'Université foraine. Aujourd'hui, elle est employée par la SEM, qui donc porte le projet qui est devenu le projet de l'Hôtel Pasteur, comme ça a été très bien raconté. Et ma question, elle est justement du décalage aussi aujourd'hui qu'on voit naître entre l'architecture et l'urbanisme, puisqu'en fait, les deux projets que vous avez montrés, il y en a un qui est sur une exploration d'une programmation, enfin d'une non-programmation, donc comment déterminer une programmation qui découle en plus là par un projet d'archi, et de l'autre côté qui est donc un projet d'urbanisme sur lequel aujourd'hui on s'aperçoit qu'on est finalement, on expérimente beaucoup plus. On l'a vu avec le projet des grands voisins, on l'a vu donc avec aujourd'hui l'émergence de tous ces collectifs qui sont rassemblés avec Superville, où maintenant on s'aperçoit qu'il y a plus de 100 collectifs d'archi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants, quand ils sortent de l'école, les étudiants en architecture, c'est où en fait ils ne font pas de l'architecture en termes de maîtrise d'œuvre, donc en termes de construction, où ils s'orientent plutôt vers des collectifs qui sont sur des notions d'appropriation, de préfiguration, principalement sur des aménagements urbains non définitifs. D'où le projet, en effet, des places parisiennes, puisque la mairie de Paris s'offre quand même le réaménagement de ces plus grandes places à des prix à défier toute concurrence, et en termes d'honoraires et en termes de construction, sur lesquels sont en effet tous des collectifs amis, que ce soit de ETC, Coloco, Julien Belair, Cisbi, enfin voilà, que ce soit toute la bande en fait. Et voilà, et donc elle s'offre une préfiguration, réversibilité, ce qu'on veut sur ces places. Et on s'aperçoit que sur l'aménagement, c'est pareil. De plus en plus, on a en effet ces collectifs qui interviennent pour ponctuer ce temps très long qu'est l'aménagement. Moi, je trouve ça assez fabuleux. Mais en fait, on s'aperçoit déjà, on ne s'attaque pas à la problématique de la construction de la ville sur les notions de pérennes,
puisqu'en fait, ces sujets-là, alors justement, ce projet-là, peut-être Bruit du frigo, est un contre-exemple, hein, mais justement sur comment on peut influer sur les actes, les constructions des actes, la mise en place de cette fabrication de la ville et sur son architecture derrière, puisque le découpage se fait en lien avec de la promotion. Enfin, voilà, un peu tout voilà, c'est un peu une question un peu longue. Dax, c'est un contre-exemple, parce qu'on est sur du pérenne, effectivement. Mais dans les dimensions de temporalité, ou en tout cas de pérennité ou de pas pérennité, plutôt d'éphémère dans l'architecture, il y a aussi enfin, tu la connais que trop, mais il y a aussi cette notion de comment on rend un urbanisme un petit peu plus malléable et comment on peut expérimenter un urbanisme un peu plus souple, de faire le pari que ça peut ne pas fonctionner et finalement, ou alors faire le pari que ça peut fonctionner sur l'utilisation ou pas des espaces qu'on produit. Après, si on peut reparler un petit peu de la dimension économique, parce que c'est aussi, tu pointais le doigt en signalant que la ville de Paris se paye des collectifs à moindre coût. Nous, on est très attachés à leur faire comprendre justement qu'on travaille de la même manière qu'un architecte ou qu'un urbaniste et que ça a une valeur et que ce temps de travail, il coûte de l'argent. Et notamment de travailler avec l'humain, on y passe beaucoup de temps. Parfois, c'est même chronophage. Nous, on bosse sur la petite ceinture, en l'occurrence. C'est un peu le même projet que les places de Paris. Et c'est en tout cas, c'est une lutte quotidienne que de faire comprendre à la maîtrise d'ouvrage qu'il y a beaucoup de temps qui est passé et que ça nécessite aussi de l'argent. Et que même s'il y a des budgets que l'on doit respecter, on leur fait comprendre que par rapport au budget dont on est doté, on ne peut pas multiplier les actions, on ne peut pas multiplier la fabrication, on ne peut pas multiplier notre temps de présence. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important de faire comprendre ça aux commanditaires parce qu'ils ont le sentiment que les collectifs sont, comment dirais-je, des jeunes gens très enthousiasmés, mais en fait, moi en tout cas, j'ai le sentiment d'être une vraie professionnelle et que je fais bien mon boulot et que pour ça, on peut être rétribué à la hauteur du travail que l'on fournit. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout ce que tu voulais, mais... Ouais, moi, je peux pas répondre non plus à tout, mais j'essaye de réfléchir sur la première partie. C'était justement le lien entre qu'est-ce qui peut être mis en débat, peut-être. En fait, là, je réfléchissais surtout au fait que tu disais, là, on s'attaque à peut-être des espaces publics déjà, juste, et pas aux ZAC et pas à la promotion immobilière. Quels sont les sujets qu'on peut mettre en débat, jusqu'où on peut le mettre en débat. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'exemples de projets co-construits jusqu'au bout, coproduits sur de l'espace public. Peut-être parce que déjà c'est de l'espace commun et c'est peut-être avec des moyens plus faciles pour essayer de tester la question de la réversibilité d'un logement ou d'un bâtiment, c'est peut-être plus difficile aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il y a quand même... et à l'échelle, ensuite, c'est la question d'échelle aussi. Comment on fait pour partager la conception d'un projet de territoire? C'est plus facile de parler d'un petit espace que d'un grand territoire. Mais en même temps, il y a quand même des exemples qui ont été faits de projets de quartier. Je pense à Chirins, où c'est des projets d'aménagement de centre-bourg, mais on a quand même réussi à peu se poser des questions sur les grandes orientations d'une ville et à trouver les outils adéquats pour en parler. Donc je ne pense pas qu'il y ait de sujets qui puissent ne pas être mis en débat. Je pense que ce qui est important, c'est surtout qu'à la fois les élus en amont, les services et
et les urbanistes, ou je ne sais pas quel métier, mais le maître d'œuvre, se mettent d'accord sur ce qu'il faut mettre en débat ou pas. À partir de là, c'est vraiment possible de partager les choses. Donc ça, c'est très en amont sur les orientations d'un projet d'aménagement. Ensuite, par secteur, je pense que c'est aussi possible d'arriver à trouver des outils pour co-concevoir des espaces publics. Et après, c'est sûr que sur la question de la production du logement, tu as peut-être plus de réponses que moi d'ailleurs là-dessus, pour arriver à réussir à co-concevoir des projets d'habitat, quoi. Ça existe, encore une fois. Nous, on en a présenté quelques-uns là, à l'île Saint-Denis avec le promoteur de courtoisie urbaine, Rabia Henkel, et Julien Belair du 6B. Donc c'est possible, mais c'est vrai que c'est des expérimentations sur un grand projet urbain. Il va y avoir un lot de projets d'habitat partagé. On sait faire, on sait essayer de renverser les choses en partant des futurs usagers pour concevoir un bâtiment qui ne soit plus du coup juste une boîte dans laquelle on va vivre, mais imaginer les espaces partagés. Enfin, ça arrive, ça va assez loin. Du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Enfin, le projet de l'île Saint-Denis, il se retrouve avec des terrasses, des serres sur le toit, des salons des possibles, donc des salles, comme tu disais, au-delà de son salon. Pourquoi on n'aurait pas tous des salons partagés avec son voisin pour partager d'autres choses que chez soi? On en a tous besoin. Et l'espace public, parfois, peut le permettre, mais peut-être pas totalement. Un espace couvert, tu peux faire plus de choses, voilà, en hiver, entre autres. Donc, on sait qu'il y a des expérimentations qui existent. Comment on les décuple aujourd'hui? Il faut avancer, quoi. Ouais. Merci. Non, personne n'en a, je crois. Peut-être qu'il y a, en vous écoutant, là, il y a cette notion de distinction entre le foncier public, le foncier privé, et comment, étant donné qu'on est sur la thématique, je suis désolé de ramener ça à ça, l'idée du commun, justement, peut amener une nouvelle manière de penser les espaces, ou en tout cas les statuts fonciers. Là, par exemple, je vois sur QIS, en fait, un des enjeux, en fait, pour la suite du processus, c'est comment après la communauté s'organise pour venir animer, organiser, s'approprier et faire vivre ce projet-là. Et donc il y a aussi tout cet enjeu de constitution d'un ensemble qui d'un coup prend soin d'un espace et qui donne un nouveau statut à cet espace. Est-ce que vous pensez que justement il y a un enjeu par rapport à l'idée de commun, par rapport à la définition des espaces qui soient plus ni strictement privés ni strictement publics? Oui, il y a un fort enjeu dans la mesure où, par exemple, le cabanon, s'il faut parler du cabanon comme, ça peut être une illustration de cette dimension-là. On travaille avec les habitants sur la façon dont ils ont envie d'utiliser cet espace et du coup comment ils peuvent se l'approprier et ce que ça peut fabriquer. Alors on essaie d'identifier avec eux quelles sont les activités qui existent à l'heure actuelle, mais quelles sont les activités qui pourraient voir le jour là-dessous. Les acteurs du territoire, ils sont aussi impliqués là-dedans parce que forcément les habitants, ça va être peut-être les premiers usagers, mais avant qu'ils ne les utilisent de manière pleine, peut-être qu'ils peuvent être accompagnés par des acteurs de territoire, donc un centre social, une association d'habitants. Nous, on veille à ce qu'ils soient aussi, dès le départ, associés à cette organisation et cette programmation, parce qu'on se dit, si eux ne mettent pas les pieds dans ce cabanon, il peut être confisqué par des usages divers et variés et pas forcément les plus heureux. Et alors que s'ils ont une utilisation régulière de ces nouveaux espaces, ils peuvent mettre en œuvre des activités qu'ils vont déplacer. On ne leur demande pas d'en produire de nouvelles, mais au moins d'en déplacer
déplacer et d'être présent sur ces espaces, parce que ça va donner une tonalité d'usage, tout simplement, et peut-être de respect également sur le long terme. Moi, je vais peut-être décaler un peu la réponse, mais du coup, tu poses la question aussi de la capacité du professionnel à concevoir pas seulement des espaces, mais à travailler aussi sur la gestion et la manière dont ils vont vivre. Donc, après la réalisation, si on essaye de voir un projet linéaire, d'assurer la permanence. D'assurer la continuité. Et juste, du coup, je fais toujours des références avec l'expo, comme ça vous donnera peut-être envie d'y aller. Mais il y a des initiatives qui étaient intéressantes là-dessus. Par exemple, du coup, à Saint-Sauveur, là, l'agence GEL, qui, elle, en amont du projet urbain, ils étaient mandatés pour travailler sur le réaménagement d'une friche, la friche Saint-Sauveur à Lille. Et ils ont commencé le début du projet en réunissant un atelier interservice avec une centaine d'agents techniques de la ville de Lille. Et dans le but justement d'essayer de partager déjà des bases communes avant même de faire le projet et de se nourrir d'un maximum de comment vivaient aujourd'hui les rues, les lieux, quels étaient leurs travails en fait. Donc ça, c'est assez, ça a permis justement d'avoir une vraie appropriation du projet et de meilleurs liens entre du coup la SPL Aura Lille, les urbanistes et les agents qui font vivre le territoire, quoi, les cantonniers, les services paysagers de la ville ou des services d'entretien de la ville tout simplement. Donc il y a cette partie-là de se dire que quand on fait un projet urbain, on fait pas que du dessin où on va voir les habitants, mais on travaille aussi avec les services de gestion. Il y a plein d'exemples de projets comme ça, ou l'atelier Volga aussi qui a travaillé là-dessus à Montreuil et qui pourrait aménager un petit jardin. Ils ont réfléchi aux horaires de passage, donc des services d'entretien de ce jardin, parce qu'il passait très tôt le matin. Dans notre quartier, c'est pareil, il passe entre 6h et 8h. Et du coup, les habitants ne sont jamais en contact avec ceux qui lavent l'espace. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile d'apprécier leur travail et d'avoir un lien même de bonjour. Et du coup, d'apprécier en fait ce travail qui est un bien commun, de juste nettoyer et prendre soin des espaces publics. Donc la proposition de l'atelier Volga, ça a été de décaler les horaires de passage des cantonniers. Donc c'est pour dire que parfois on peut vraiment réfléchir autrement et pas que, et travailler l'humain à côté, en parallèle, en complémentarité de ce travail sur les espaces, quoi. Voilà, j'ai répondu à côté, mais ok. Pour rebondir un peu là-dessus, justement, on trouvait que cette expo, elle illustre bien une phrase qu'on aime bien, c'est-à-dire faire des projets en commun, à plusieurs, etc., mais aussi faire du projet, du processus, du temps du projet, un commun. Et j'avais envie de vous demander un peu quels outils vous utilisez. Enfin, j'imagine que vous avez des petits principes. Je ne sais pas, par exemple, la parole d'un élu, elle vaut autant que celle d'un habitant. Ou... Est-ce que vous avez des petits trucs comme ça, des petites recettes, c'est peut-être pas le mot, ou des outils sur lesquels vous vous appuyez, selon les contextes dans lesquels vous intervenez, pour faire justement de ce temps du projet un commun, qui suppose que, vu qu'on le fait à plusieurs, à plus, puisqu'il y a une vraie dimension participative, on y réfléchisse un petit peu, j'imagine. Sachant que vous l'avez souligné, il y a cette difficulté du savoir expert, du savoir technique et du savoir habitant. Et tout d'un coup, pour arriver à les mettre à pied d'égalité pour qu'ils s'entrecroisent et ils créent une trame, c'est pas tout le temps évident. Ça peut être des trucs tout simples, hein. C'est pas... Comme il y a plein de jeunes professionnels ou d'étudiants, ils ont peut-être envie d'avoir des conseils. Ou... Je sais pas, comment vous travaillez dans ces projets-là, quoi. Pour faire que ce soit le plus démocratique possible. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas si je vais répondre correctement, mais je pense qu'on a longtemps été, nous, sur le terrain, et relais et passeurs de parole des habitants vers
voilà, de haut en bas. Oui, de bas en haut, mais on faisait aussi l'inverse, c'est-à-dire que nous, on faisait le yo-yo. On continue à le faire. Par contre, Kelly, tu le disais, on travaille avec tous les services impliqués d'une ville, par exemple. On s'emploie à leur expliquer ce qu'on est en train de faire et aussi leur dire qu'ils ont des rôles à jouer après, d'ores et déjà et après. Du coup, on crée des rencontres avec eux et avec les habitants. Peut-être que les habitants ont un respect sur les personnes qui viennent entretenir leur espace public, ils comprennent mieux ce que c'est qu'un service culturel, parce qu'on vient faire de la programmation artistique, etc. On croise quand même pas mal de disciplines sur nos projets. Et puis, quand les élus viennent sur le quartier, on ne leur demande pas de revêtir forcément leur cadre d'élu, mais d'être là en tant que citoyen, ce qui n'est pas toujours évident, mais on donne des cadres festifs ou d'inauguration des espaces qu'on livre au fur et à mesure, où on lève un peu la dimension dissociée entre un élu et un habitant. On essaie de mêler ces deux personnes. On a fait pas mal de projets au Frigo où on intervient quand même pas mal dans des quartiers d'habitat social, où on vient transformer de l'espace de manière temporaire, où on montre que les habitants vivent bien aussi dans ces quartiers. Et quand on crée des espaces temporaires, non seulement on s'adresse aux habitants dans lesquels on travaille, mais on ouvre ces temps à des publics extérieurs, élargis, qui viennent dans des quartiers populaires, alors qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de les fréquenter. Et on crée des cadres de rencontres. On ne dit pas qu'on fait se rencontrer les gens, mais en tout cas, on crée des cadres de rencontres, des contextes. Donc, voilà. Moi, je pense que j'aurais répondu de la même manière que toi, dans le sens où de toute façon, il n'y a pas de méthode. Et puis, de toute façon, les élus et les habitants n'ont pas vocation à être toujours ensemble. En fait, je pense que déjà, la question, on pourrait répondre par déjà dans quelle phase du projet, à quel moment on a besoin que les entités, que tout le monde se rassemble. Mais en effet, une des réponses, en tout cas, c'est celle de créer des cadres propices au dialogue, des cadres un peu extraordinaires qui vont faire que chacun ne va pas rester dans sa position. Je pense que ça, c'est une des principales réponses. Après, pour aller plus loin, y a le projet, par exemple, de Chirins, et nous, avec Approche, on a un projet comme ça aussi en milieu rural, où on a vraiment fait un plan d'aménagement d'un centre-bourg, de manière vraiment co-construite à chaque étape du projet, enfin, vraiment du diagnostic jusqu'au dessin. Et là, par exemple, à Chirins, ils avaient vraiment un comité d'habitants qui étaient volontaires pour co-construire le projet, et qui était un groupe qui s'est construit et avec lequel les urbanistes, enfin l'urbaniste et elle, ont vraiment pu travailler de manière soudée. Nous, dans notre quartier, dans notre projet en milieu rural, du coup, on organisait des ateliers une fois par mois, donc c'est pas si compliqué, hein, avec donc les élus et les habitants. Tout le monde était mélangé, donc il n'y avait pas élus habitants. Et il y avait donc dans le comité de pilotage de soi-disant décisionnaires, même s'ils étaient tellement rapprochés que finalement un comité de pilotage et un atelier, ça pouvait se ressembler. Mais dans le comité de pilotage, il y avait des habitants qui étaient présents, qui étaient là aussi dans l'instance de décision.
Voilà. Après, je pense que les chantiers ouverts sont une réponse aussi qui marche pas si mal dans cette idée de créer des cadres extraordinaires. Dans les chantiers ouverts, on essaye à chaque fois d'avoir des temps de débat. Et c'est ce que tu disais, les habitants, on a bien compris que les réunions publiques marchaient pas facilement, que on a du mal à pousser la porte quand c'est dans un lieu institutionnel, si on n'est pas habitué à prendre la parole en public, et que l'espace public, c'est une bonne manière de rentrer en contact avec les gens. Donc ça aussi, ça fait partie des méthodes que beaucoup de gens utilisent, d'aller à la rencontre, donc porte à porte, travailler dans les halls d'immeubles, et puis travailler dans l'espace public. En ayant construit le mobilier sur lequel on s'installe pour discuter, c'est peut-être plus facile. Enfin voilà, je sais pas. Je le vois comme ça. En tout cas, c'est vrai que bruit du frigo aussi, je trouve qu'il y a un truc assez incroyable. Donc vous mettez bien quand vous présentez, c'est la notion d'éducation populaire, qui n'est pas la notion d'éduquer le peuple, mais que le peuple s'éduque lui-même. Donc ça c'est très significatif aussi, et c'est très politique. Et c'est vrai que ETC, puisque tu as aussi beaucoup travaillé avec ETC, Kelly, sur le chantier ouvert, c'était un peu votre marque de fabrique. Peut-être que tu peux rapidement parler de l'histoire de Tour de France, où finalement c'est aussi des commandes que vous avez fait avec des associations locales, ou pas forcément des trucs, des projets, j'ai envie de dire, qui ont émergé très vite, non? Je connais pas toute l'histoire, mais tu peux... Non, le Tour de France, on était une douzaine, on sortait de l'école, après avoir travaillé 1 ou 2 ans en école en agence d'archi et d'urba. Et l'idée, c'était de partir à la rencontre de professionnels qui travaillaient autrement, comme le bruit du frigo, et du coup, de leur, à la fois d'apprendre d'eux et de mettre la main à la pâte pour les aider sur leurs projets. Et du coup, on est parti 1 an rencontrer ces différents acteurs de ce qu'on avait appelé la fabrique citoyenne de la ville. Encore un grand mot. Et la question, c'était quoi, en fait? Ah oui, le chantier ouvert. Donc, en effet, on n'a rien inventé, mais bon, donc dans l'idée, c'était ça. On partait de ville en ville et on essayait de co-construire des espaces publics avec les habitants. Et on essayait à chaque fois d'avoir ces trois principes. L'idée de ce que tu disais, de faire ensemble, de participer à l'acte de construire ou transformer un espace public de manière manuelle, très concrète, quoi. L'idée aussi donc, de penser ensemble, l'idée d'avoir toujours des temps de débat. Donc on essayait d'inviter, autant que faire se peut, un élu de la ville, des services techniques, les urbanistes s'il y en avait dans le cadre d'un projet urbain, et les habitants qui avaient participé au chantier ouvert. Et c'est là où on a vu la puissance que ça pouvait être, tout d'un coup, de créer des liens avec des personnes qui ne se côtoyaient pas et qui ne prenaient pas la parole autrement ensemble que là, dans ce moment précis, qui était très éphémère, mais qui était porteur d'une dynamique. C'est là aussi, et donc je parle du dernier quand même, et l'idée de faire ensemble, donc ça va de fêter ensemble, de la mise en scène du commun. Et ça rejoint votre idée du commun, en fait. C'est qu'avant tout, c'est le plaisir d'être là. Donc les gens, nous, pour le coup, on travaille depuis 3-4 ans dans un quartier en renouvellement urbain en banlieue parisienne. Et c'est vrai que parler de projet urbain, ça marche pas. Les gens, il y en a plein qui parlent pas très bien français. Faut pas se leurrer. Ils sont pas du tout intéressés par la question de l'aménagement en général. C'est trop lointain. Et puis en plus, ça fait 30 ans qu'il s'est rien passé dans le quartier, donc ils y croient pas. Mais par contre, boire un thé chaud, rire, discuter, ça peut les toucher, quoi. Donc évidemment, la convivialité et l'imaginaire, du coup, ça revient à une des questions aussi qui a été posée. J'ai plein de choses à raconter. Merci beaucoup. La salle ? Je vais essayer de rien faire tomber. Bonjour, Nathalie Torréjon, architecte. J'avais plusieurs questions qui s'emboîtent les unes dans les autres. Quand vous parlez de projets, vous êtes beaucoup sur l'éphémère et sur des collectifs qui travaillent sur de la médiation en lien avec des cabinets d'archi, d'urba ou de paysage. Est-ce qu'il est totalement inenvisageable que ce soit
le cabinet d'archi ou de paysage qui intègre cette notion de médiation dans son projet lui-même, sans qu'il y ait d'une certaine façon deux projets côte à côte, même s'ils s'enrichissent l'un de l'autre. Et est-ce que vous considérez comme maître d'œuvre aussi, c'est-à-dire en ayant la capacité, est-ce qu'il y a eu dans l'exposition des projets comme ça, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire des petits aménagements de pieds d'immeuble, même s'ils sont importants, je ne reviens pas du tout sur la qualité, l'importance, c'est des choses auxquelles je crois trop, je ne dévalorise pas du tout ça, mais je me demande si ce travail que vous faites, que les différents collectifs, va aussi jusqu'à de la maîtrise d'œuvre plus classique ou plus globale, en intégrant ces démarches participatives. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des exemples dans l'expo? Et une autre question, qui est une question d'organisation purement juridique. Vous intervenez sur l'espace public, vous faites des lieux qui accueillent du public, vous travaillez avec des habitants. Juridiquement, ça se passe comment quand vous faites des bricolages, quand vous faites des bâtiments? Est-ce qu'ils sont accessibles PMR? Est-ce qu'il y a un bureau de contrôle qui a donné son accord? Est-ce que, enfin, voilà, toutes ces questions-là. Et la dernière qui conclut tout ça, c'est nécessité fait loi. On est en période de crise. On voit que les collectifs d'architectes ont souvent émergé dans la société sur les périodes de crise. Que ce soit dans les années 70, fin des années 90 ou aujourd'hui à nouveau tous les collectifs qui se mettent, qui arrivent. Est-ce que si demain la crise disparaissait et qu'on avait encore à nouveau une société pleine d'argent, est-ce qu'on considérerait encore que la participation citoyenne est importante, ou est-ce que c'est une forme de pis-aller aujourd'hui pour dire on va quand même faire des choses? Alors, on respecte toutes les lois, enfin, en tout cas, sur l'ERP, tout ça, on respecte ça. On fait appel à des bureaux d'études, des bureaux de contrôle quand on construit des aménagements qui soient pérennes ou temporaires. Quand vous parliez de... est-ce qu'un architecte ou un urbanisme n'est pas en capacité de faire le travail qu'on fait? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'ils sont en capacité, mais pour l'instant, ils le font, certains, et d'autres, ils préfèrent faire appel à nous, parce qu'ils savent qu'on le fait sûrement pas trop mal. Et après, c'était sur la... sur la crise. Excuse-moi, oui. La réciproque est vraie aussi. Est-ce que vous, Bruit du Frigo, par alors exemple, vous avez envie d'aller au-delà de juste les installations éphémères et rentrer vraiment dans les projets d'urbanisme participatif plus larges? Alors, on ne fait pas que de l'éphémère. Moi, je ne suis pas architecte, mais parmi les collaborateurs que j'ai, il y en a qui le sont. Yvan serait là, je ne peux pas parler à sa place, mais je pense que Yvan serait là, il serait enchanté d'aller plus loin sur les projets. Malgré tout, on n'est pas inscrit à l'ordre, donc on ne peut pas poser de permis de construire. Donc on fait appel à des gens qui peuvent le faire. Je vais donner la parole à... je sais pas trop quoi d'autre. Par rapport à quoi? Alors, je pense que Bruit du Frigo, pour l'instant, enfin moi personnellement, il n'y a pas eu de projet qui s'est présenté pour qu'on aille plus loin dans des projets de construction. Mais par exemple, sur ce projet-là, sur le projet de Dax, oui. Vous étiez en équipe, oui. Vous étiez mandataire? Oui, on est en équipe, oui. Mais oui. Bruit du Frigo était un mandataire, enfin, vous êtes le plan guide, tout ça On n'était pas mandataire sur la première phase, on est mandataire sur la deuxième. Et déjà, c'est un projet un peu... Après, on n'agit pas du tout, on n'agit pas sur le bâti, sur les logements. Oui, mais il y a un plan. Ah oui, il y a un plan guide qui est. Oui, bien sûr. Oui. Oui. C'est pas que, vous n'avez pas travaillé que sur l'immobilier. Non. Et puis la parole habitante, elle nourrit tout le plan guide et on est en discussion avec l'architecte, avec l'urbaniste. On ne travaille pas, on est associés. On n'est pas
on n'avance pas, on ne se regarde pas en chien de faïence, au contraire. Hein, vous n'êtes pas chargé de faire la concertation, l'animation du quartier. Non, ça se réduit pas, ça se réduit pas à ça. Ça se réduit pas à ça, non. Voilà. Par rapport à l'idée de crise, peut-être? Non, je continue à répondre là-dessus parce que du coup, ça correspond bien en fait. Je m'étais arrêtée en m'auto-coupant quand je parlais des chantiers ouverts avec le collectif ETC qui était assez éphémère et qui pourtant créait une dynamique incroyable. Et souvent, on se posait la question, l'idée de revenir dans des quartiers, comment on fait pour que la dynamique ne s'essouffle pas. Et c'était une question qui vraiment s'est posée et continue à se poser si notre mandataire n'est pas une association d'habitants qui peut s'occuper. Voilà. Et il se trouve qu'Approche, on a beaucoup réfléchi et on ne s'est pas appelé collectif parce qu'on avait toute cette réflexion-là et on est un atelier d'urbanisme. Donc on a essayé déjà de se poser différemment. Moi je suis architecte, je ne travaille pas en tant qu'architecte mais en tant qu'urbaniste, donc plutôt maître d'œuvre tout de même. Et en effet, la question notre positionnement, c'est vraiment celui de co-concevoir, mais en tant que maître d'œuvre, des projets d'aménagement. Après, sur des projets de grands ensembles ou de quartiers, on n'a pas forcément les compétences là au sein de l'équipe, mais par contre, on conçoit l'aménagement de cette manière-là. Je pense que Yvan répondrait, lui, peut-être par l'idée de complémentarité des démarches, quoi, avec... C'est ce qui exprime très très bien quand même ce projet-là, avec l'idée de premier et second chantier, avec une complémentarité, avec une pensée de territoire, des aménagements structurants, des rues qui remaillent un tissu et qui relient un quartier avec son territoire, donc une vision quand même d'urbaniste et d'urbaniste ça veut rien dire, bon bref, et puis après toute cette finesse d'essayer de travailler à petite échelle et de manière collective par le test, avec cette idée d'urbanisme flexible, temporaire, collaboratif, tous ces mots un peu étonnants, quoi. Mais donc oui, bien sûr que pour moi c'est une manière de faire de la ville qui n'est surtout pas à dissocier en fait. Et nous avec Approche, on a pu le tester dans le cadre d'un petit plan d'aménagement d'un centre-bourg, mais l'idée, elle a vraiment été de bout en bout partagée avec plein d'outils différents après, hein, des ateliers élus habitants, avec la piétonisation d'une petite rue et une préfiguration d'une place de village avec la construction de mobilier test, tester un scénario finalement d'aménagement. Donc il y a plein d'outils qu'il faut arriver à piocher pour essayer de construire le projet. Mais c'est totalement possible en fait, je pense. Juste pour la dernière question là, sur l'idée de est-ce que nécessité fait loi? C'est vrai qu'il y a des démarches des années 70, des gens comme Alprine qui ont même théorisé le take part et qui au final après faisaient des centres commerciaux dans la plus pure, la méthodologie la plus classique qui soit. Est-ce que vous pensez que c'est des méthodologies c'est sûr qu'au bruit du frigo, on n'a pas attendu la crise pour faire ce type de démarche, mais est-ce que vous pensez que c'est un contexte économique qui nous demande d'être, créatif avec peu de choses, ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment une démarche de fond postmoderne qui est en train de réinventer d'autres modèles ? Non, mais après, est-ce qu'on doit se poser la question de est-ce que c'est vraiment une crise ou est-ce que c'est un état? Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est temporaire pour 10 ans? Est-ce que c'est pour tout? Est-ce que ça ne changera pas? On va dire qu'il y a une raréfaction des moyens. Mais ça, je pense qu'on veut. Alors dans ce cas-là, après, là, c'est une vision. Donc oui, moi, en effet, je pense que le monde est fini, que les ressources aussi, et peut-être qu'on était dans une débauche en effet de moyens quand on concevait la ville planificatrice avec plein de moyens, et qu'aujourd'hui on n'est plus dans la surconsommation, donc c'est peut-être une logique qui n'est pas celle de la crise, mais qui est une logique peut-être de la sobriété, écologique et de la sobriété. Écosophique. Écosophique, en effet. Et si on est
on y va un peu plus franco. C'est vrai qu'en plus, j'ai envie de faire un petit... parce que j'ai vu dans la salle peut-être des gens qui pouvaient nourrir le débat. Finalement, quand on parle des années 70, voilà, c'était, au départ, les ateliers d'urbanisme, c'est plutôt quelque chose qui part des habitants qui veulent justement participer aux prises de décision. Aujourd'hui, si j'étais un peu provocateur, je dirais on n'a jamais autant entendu les élus parler de participation et les architectes et les urbanistes et les paysagistes, qui n'était pas forcément le cas dans les années 70. Et j'ai vu que dans la salle, on a des représentants de 2 degrés qui ont fait un excellent livre, ça s'appelle Le Méga Grand Bordeaux 2050, qui tourne un peu autour des projets comme vous avez mis sur Anvers ou New York, sur l'idée de voilà, comment on pourrait faire un projet participatif à grande échelle pour le méga Grand Bordeaux. Donc moi je voulais vous demander un peu, et leur demander à eux aussi, si un peu leur avis peut-être sur ce qu'ils ont vu dans l'expo ce soir, justement comment vous voyez un peu ce phénomène. C'est-à-dire que finalement maintenant c'est surtout les élus et surtout les professionnels qui parlent de participation. On voit que ça évolue aussi, c'est pour moi le chantier ouvert ou les grands voisins, c'est l'exemple de ça, c'est que du coup il y a un champ aussi qui glisse plutôt vers la réclamation de la gestion. C'est-à-dire que les habitants ont peut-être un peu lâché la participation, mais ils sont, du coup, maintenant, on veut participer aux réalisations, on veut participer à la gestion de l'espace public, on veut participer directement, quoi. Pas seulement être consulté quand on prend une décision. Et après, du coup, ça amène... c'est aussi la phrase de Lefebvre, quoi. C'est qu'il n'y a qu'une vraie participation, c'est l'autogestion. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Et de cette évolution assez récente, parce que c'est le succès aussi d'ETC, tout ça le symbolise. Je veux dire, ETC a quand même eu le prix des jeunes urbanistes, si je ne me trompe pas, ce qui est quand même une première pour un collectif de ce type. Et des urbanistes écrivent des livres autour de la notion de participation et de projet. Tu peux peut-être directement leur donner le micro maintenant. Alors... Donc, je suis Mathieu Zimmer de l'agence 2 degrés. J'écris des livres. Pour parler du méga Grand Bordeaux, et du coup, peut-être rebondir là-dessus. Nous, notre approche, mais sur les méthodes, c'est globalement même, mais en tout cas, nous, notre approche, c'était de dire, et c'est pour ça qu'on est allé là-dessus, c'est que tout le monde ne vit pas de la même façon et tout le monde n'a pas envie des mêmes choses, et même s'ils sont voisins... Il y en a qui veulent des jeux pour enfants, il y en a qui en veulent pas du tout, il y en a qui veulent un autre truc pour faire que leur chien fasse caca, d'autres en veulent pas, etc. Bref, donc les gens sont très différents. Et de dire, quand on confie un plan à un architecte, à un urbaniste, qui lui a sa vision peut-être un peu simpliste de ce que veulent les habitants et qui va mettre le jardin partagé au milieu, etc. On s'est dit ça répond pas du tout à la réalité du terrain et voilà pourquoi nous on est rentré dans cette problématique de comment on construit avec les habitants et sur des méthodes qui sont similaires. Et donc pour aller plus loin, effectivement, nous on se dit les gens n'ont pas envie de vivre de la même façon, ils n'ont pas du tout les mêmes moyens aussi parce qu'il y a une question économique aussi aujourd'hui quand par exemple on veut pas se loger à Bordeaux et quand on veut être propriétaire et qu'on est obligé d'aller à 40 minutes à Bordeaux, donc bientôt dans 1 heure quand il y aura des bouchons partout et bientôt dans 1h20 et que l'essence à 2 €. Et, du coup il y a des choix de vie qui sont quand même qui ont l'air bien sur le papier qui se finissent malheureusement parfois mal. Et c'est de se dire en fait ce qui se passe c'est qu'il y a quand même les habitants il y a une acculturation qui se fait, c'est que ces projets sont de plus en plus visibles et mine de rien, à force, on essaime aussi et on dit aux gens, vous pouvez prendre en main votre environnement, votre cadre de vie. Finalement, c'est peut-être vous qui savez mieux où placer le jardin partagé, ou c'est peut-être vous qui allez vouloir récolter vos propres légumes, etc. Donc il y a quand même une culture qui est en train de se construire et nous, en tout cas, on est militant de dire finalement, il y a peut-être des communautés de projets qui vont se construire sur des habitants qui ont envie de vivre de la même façon. Alors sur des critères, je ne sais pas, peut-être qu'ils veulent produire leur électricité, peut-être qu'ils veulent plus travailler, peut-être que ça, c'est pas à nous de le définir. Mais en tout cas, on sent que c'est possible et qu'il y a des comités de projets qui peuvent monter. Et le but, c'est d'accompagner des citoyens pour...
finalement qu'ils élaborent un programme. Et donc notre position, c'est de dire les collectivités, les élus ne sont pas forcément les personnes les mieux placées pour avoir des bonnes idées sur leur territoire, parce que élu, c'est compliqué, que prendre une décision dans un contexte de collectivité, c'est compliqué, qui sont un peu coincés, enfin coincés peut-être eux-mêmes, et puis coincés par le contexte, et que de dire, si on veut avoir une bonne idée pour un territoire, laissons les gens s'exprimer, et puis après, notre boulot, nous, urbanistes, du coup, c'est de faire en sorte que leurs idées, on les accompagne, et puis on en fait quelque chose qui ressemble à un projet, et puis après qui est peut-être récupéré par la collectivité ou pas. Enfin, après, le montage change, mais en tout cas, de dire ouvrons la parole au plus grand nombre, et puis on va voir ce qui se passe. Parce qu'en fait, c'est toujours le principe, c'est on fait parler les gens, puis on voit ce qui se passe, et notre boulot, c'est de faire en sorte qu'il se passe quelque chose de positif à la fin. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... je ne sais pas si vous voulez réagir. Là, ça fait déjà 1h30 qu'on vous charcute de questions tout aussi plus tarabiscotées les unes que les autres. Je vous propose peut-être de basculer sur des temps et de conversations un peu plus informelles autour d'un verre avec l'exposition. Merci beaucoup pour l'intervention. Juste pour clôturer, ça va être un peu compliqué, hein. Moi, ça me fait penser... D'ailleurs, il y a des citations. Je ne sais pas si le pas à pas dans la présentation de l'Expo Co-Urbanisme, faire la ville pas à pas, c'est une référence à Augoyard ? Non. Là, tout à l'heure, il m'a fait penser au droit à la ville avec Lefebvre. On pourrait peut-être clôturer. Il y a Hundert Fasser aussi, un architecte artiste qui a extrêmement mobilisé ce type de démarche, mais avec une dimension imaginaire très forte, hein, principalement dans la ville de Vienne, qui disait « La ville n'a pas besoin d'urbanistes, d'architectes, mais de truelles ». Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que tout ça vous a intéressé. Et puis je vous invite à continuer la réflexion autour d'un verre. Merci beaucoup Kelly, et merci beaucoup Gwenaëlle.